Alors, le pancréas, c'est un organe assez mal connu. C'est une glande qui est faite de chair et qui se situe dans le haut du ventre, juste derrière l'estomac, en avant de la colonne vertébrale. C'est donc un organe qui est quand même assez profond dans le ventre. Il est fait en long, il mesure à peu près 15-20 cm et pèse à peu près 100 grammes. Il est branché sur le duodénum, qui est la première partie de l'intestin, et donc il est à la sortie de l'estomac, et il est aussi à l'endroit où arrivent les conduits de la bile. C'est donc un carrefour important pour la digestion. Le pancréas a plusieurs rôles. Un de ces rôles, c'est la production d'hormones. Alors, les hormones sont des substances qui sont libérées dans le sang et qui vont aller dans l'organisme pour avoir différentes fonctions. Le pancréas, lui, produit de l'insuline et du glucagon qui vont servir à contrôler le sucre dans le sang, donc la glycémie. C'est ce qu'on appelle le pancréas endocrine. Nous, aujourd'hui, on va surtout parler d'une autre partie du pancréas qui est le pancréas exocrine. Alors, le pancréas exocrine produit du liquide, des enzymes et toutes sortes de substances qui vont être libérées dans l'intestin et qui vont servir à la digestion des aliments. Ces substances-là, essentiellement, sont l'eau et le bicarbonate, qui vont servir à neutraliser les aliments qui sont acidifiés. Alors, comme vous le savez, les aliments qui proviennent de l'estomac contiennent de l'acide chlorhydrique qui a été produit par l'estomac et donc sont très acides. Alors, l'eau et le bicarbonate vont neutraliser ces aliments-là pour les rendre neutres. Le pancréas va surtout aussi produire des enzymes qui vont faire de la digestion. Alors, ces enzymes-là, produits par le pancréas, vont se mêler dans l'intestin avec les aliments et aussi avec la bile qui arrive du foie. Et tous ces substances-là vont travailler ensemble pour défaire les grosses particules alimentaires, pour en faire des microparticules, des molécules tellement petites qui vont pouvoir passer à travers la barrière de l'intestin. Et donc, les sucres vont devenir du glucose, les gras vont devenir des acides gras libres et les protéines vont devenir des acides aminés. Et donc, ces substances-là vont être absorbées par l'organisme qui va l'utiliser pour le métabolisme, l'énergie et la croissance. Alors, qu'arrive-t-il quand le pancréas ne fonctionne pas correctement? Eh bien, ça dépend en fait quelle partie du pancréas ne fonctionne pas. Si on parle du pancréas endocrine, donc celui qui produit des hormones, eh bien, ces gens-là ont moins d'insuline et de glucagon, qui fait que le contrôle du sucre dans le sang n'est pas adéquat, il est souvent élevé et ça va entraîner ce qu'on connaît comme étant un diabète. Pour ce qui est de la partie exocrine du pancréas, donc la production d'enzymes et de bicarbonate, eh bien ça, quand ça ne fonctionne pas correctement, les aliments ne peuvent être digérés correctement. Il n'y a donc pas de scindage des aliments en petits morceaux assez gros pour rentrer à l'intérieur de l'organisme. Et donc, les aliments trop gros ne seront pas absorbés et vont passer tout droit. Ça entraîne donc que le corps ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin. Alors, on observe des déficits nutritionnels, de la malnutrition, une perte de poids et une absence de croissance chez les enfants. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir un pancréas qui ne fonctionne pas correctement. Il peut y avoir des causes héréditaires, donc dès la naissance. La plus connue étant la fibrose kystique du pancréas. C'est une maladie génétique où les enfants naissent avec un pancréas qui est déjà presque détruit et qui ne fonctionne pas. Et donc, ces enfants-là ne peuvent être nutris correctement et c'est pourquoi ils sont maigres, ils grandissent mal et ils sont malnutris. Les causes les plus fréquentes d'atteinte du pancréas sont des maladies qu'on acquiert avec la vie, la plus fréquente étant la pancréatite chronique. La pancréatite chronique, c'est une inflammation chronique, c'est-à-dire de longue date pendant des années, et souvent même à bas bruit du pancréas, qui va l'irriter, et à force de l'irriter, il va se développer des cicatrices multiples sur la glande, et à la longue, une destruction de cette glande-là qui fait qu'elle ne produira plus les sécrétions comme elle devrait. Il y a plusieurs causes à la pancréatite chronique, les plus connues étant l'alcool et le tabac. Donc, quand le pancréas est suffisamment détruit et qu'il n'y a plus assez de cellules pour produire du bicarbonate et des enzymes pour assurer une digestion adéquate, c'est ça qu'on va appeler l'insuffisance pancréatique exocrine.
Alors, quelles en sont les conséquences? Il y en a plusieurs. Quand les aliments ne sont pas digérés, à ce moment-là, ils vont passer tout droit et donc ils ne seront pas absorbés au niveau du petit intestin. Ils vont s'accumuler dans le gros intestin sans être complètement digérés. Quand les aliments ne sont pas absorbés, à ce moment-là, on ne peut pas nourrir le corps. Les gens atteints de cette condition-là vont avoir une malnutrition parce qu'ils ont un manque de calories, un manque de protéines, un manque de gras et aussi un manque de sucre. Ils vont maigrir, ils vont perdre du poids et ils vont avoir un manque d'énergie. C'est important aussi de reconnaître que les vitamines essentielles ne sont aussi pas absorbées et donc on peut avoir des carences en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine K ou en vitamine B12. Les aliments non digérés dans le gros intestin vont s'accumuler là et ce n'est pas sans conséquence. Le côlon contient beaucoup de bactéries qui vont se nourrir de ces aliments-là non digérés et vont les fermenter. Il va y avoir une production de gaz et de produits de décomposition qui vont stimuler et activer le côlon de façon à avoir des selles plus fréquentes, donc de la diarrhée. Alors, l'insuffisance pancréatique exogène n'est pas sans conséquence. Elle entraîne une malnutrition, des gaz malodorants en raison de la fermentation, des crampes abdominales et des diarrhées. Et les gras non digérés qui se retrouvent dans les selles vont donner un aspect huileux aux selles qui sont particulièrement nauséabondes, difficiles à évacuer lorsqu'on tire la chasse d'eau. C'est ce qu'on appelle de la stéatorrhée. Donc, on l'a vu, l'insuffisance pancréatique exocrine a des conséquences sur la qualité de vie et sur la santé des gens. C'est quand même pas banal. Ça peut entraîner de la malnutrition, des déficits vitaminiques, des crampes abdominales et de la diarrhée. Donc, il y a un intérêt à traiter ces gens-là pour améliorer leur qualité de vie et pour améliorer leur santé. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est d'ajuster l'alimentation. On le sait, il y a un manque d'enzymes et d'ajuster les aliments en fonction peut contribuer. Comme on a des petites quantités d'enzymes à la fois, il y a une pertinence à ajuster l'alimentation en conséquence, c'est-à-dire d'avoir une petite quantité d'aliments à la fois, mais plus régulièrement au cours de la journée. De petites quantités d'aliments sont mieux digérées par une petite quantité d'enzymes et ainsi peuvent être mieux absorbées. Donc, il faut manger des petits repas fréquemment. Une chose est importante, c'est de ne pas réduire la quantité totale d'aliments ingérés. Souvent, les gens vont avoir des malaises quand ils vont manger. Et ils vont à ce moment-là réduire la quantité d'aliments pour diminuer leur malaise. Le problème, c'est que ça réduit la quantité de calories qu'on ingère et donc ça va aggraver finalement la malnutrition. Alors au contraire, il faut augmenter le nombre de calories qu'on mange et il ne faut surtout pas réduire non plus les gras. Souvent, en fait, les changements alimentaires ne suffisent pas et il faut rajouter des enzymes synthétiques. Ils sont sous forme de capsules ou de tablettes. Et en fait, ce sont les mêmes enzymes qu'on pourrait retrouver naturellement dans le corps. Donc, on est capable de synthétiser des amylases qui vont digérer les sucres complexes, des lipases qui vont digérer les gras et des protéases qui vont digérer les protéines. Et ces enzymes-là, prises avec les repas, ils doivent être prises avec les repas pour qu'ils puissent se mélanger à ce moment-là et pouvoir digérer les aliments comme cela se ferait naturellement. C'est important d'ajuster aussi le nombre de comprimés selon la quantité d'aliments ingérés, parce que plus il y a d'aliments, plus il y a de nourriture, plus il doit y avoir d'enzymes en conséquence. Une autre chose aussi qu'il faut faire, c'est, on le sait, il peut y avoir des manques de vitamines chez les gens atteints d'insuffisance pancréatique exocrine, et donc on doit leur donner des suppléments. Ça fait partie du traitement quand il y a des problèmes de vitamines. Donc, en conclusion, quelqu'un qui a une insuffisance pancréatique exocrine devrait prendre des petits repas fréquents, devrait avoir un bon apport calorique, il ne devrait pas le diminuer. Il devrait prendre des suppléments d'enzymes pancréatiques qui doivent être pris de façon adéquate, c'est-à-dire avec les repas et en quantité suffisante, et il doit prendre aussi des suppléments vitaminiques. On peut espérer, avec le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de cette façon-là, corriger le problème de digestion et ainsi corriger aussi le désordre de nutrition.
Les symptômes de l'insuffisance pancréatique exocrine sont souvent vagues et peuvent ressembler à beaucoup d'autres conditions médicales et ce n'est pas toujours facile à diagnostiquer, d'autant plus que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très très fréquent. Et c'est souvent pas le premier diagnostic auquel on va penser. Donc, c'est bien important de connaître cette entité-là pour pouvoir la reconnaître quand elle survient. Alors, les symptômes les plus fréquents d'insuffisance pancréatique exocrine sont la perte de poids et l'amaigrissement, la fatigue due à la malnutrition, la diarrhée et la stéatorée, qui est une diarrhée très particulière, où est-ce qu'il y a des sels riches en gras, et on peut même voir des ronds d'huile parfois dans l'eau de la toilette. Il y a aussi une anémie qu'on peut constater par manque de fer ou de vitamines. Et les gens peuvent avoir des saignements faciles ou des ecchymoses par manque de vitamine K. Et une chose importante qu'on peut voir, c'est des maladies osseuses dues au manque de vitamine D. Ça peut être de l'ostéoporose, de l'ostéomalacie, de l'ostéopénie, qui est juste une faiblesse des os, ou encore des douleurs osseuses, ou même des fractures à cause du manque de vitamine D. Donc, le microbiote intestinal, c'est un sujet très, très à la mode. Alors, c'est quoi le microbiote intestinal? C'est l'ensemble des bactéries qui peuplent l'intestin et on va les retrouver surtout dans le gros intestin, le côlon. C'est ce qu'on appelle aussi la flore intestinale. Ça représente 100 000 milliards de bactéries, donc c'est énorme, ça c'est 14 zéros après le chiffre 1. Donc c'est plus de bactéries. Il y a plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines. C'est quand même très, très intriguant. On attribue plusieurs rôles au microbiote. Un rôle dans la digestion des aliments que le corps n'aurait pas digéré lui-même. Un rôle dans le métabolisme du corps humain, aussi avec son système immunitaire, et probablement plusieurs autres fonctions qu'on ne connaît pas encore. Le microbiote se forme à la naissance et ne change plus au cours de la vie. Il peut changer selon la diète, l'environnement ou différentes conditions de santé. Les bactéries dans l'intestin vont se nourrir en fait des aliments qui n'auront pas été digérés plus haut. Donc le type d'aliments qu'on va retrouver, la quantité d'aliments qu'on va retrouver va favoriser le nombre de bactéries et aussi le nombre d'espèces ou le type d'espèces qu'on va retrouver plutôt que d'autres. On pense que le pancréas, qui lui sert à la digestion, doit avoir aussi un rôle sur le type de bactéries qu'on peut retrouver au niveau de l'intestin. Particulièrement, l'insuffisance pancréatique exocrine a aussi un effet sur le microbiote. Le fait d'avoir un défaut de la digestion des aliments et que donc plusieurs aliments passent tout droit et se retrouvent dans le côlon, fait qu'il y a beaucoup plus d'aliments et beaucoup plus de certains aliments qui vont favoriser la croissance de certaines bactéries qui se nourrissent de ces aliments-là résiduels. Donc, on est assez convaincu et on sait que l'insuffisance pancréatique exocrine cause en fait un changement au niveau du microbiote intestinal. On pense aussi, en fait, et c'est logique, que les suppléments d'enzymes pancréatiques, en corrigeant le trouble de digestion, va faire qu'il y aura moins d'aliments qui vont se non digérés qui vont se ramasser au niveau du côlon et peuvent ainsi renormaliser jusqu'à un certain point la flore bactérienne et donc revenir à un microbiote plus normal. Quelle importance ça a, le fait d'avoir un changement du microbiote ou le fait de corriger ce microbiote avec les enzymes pancréatiques? C'est une bonne question. Est-ce que ça a une importance sur la santé? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Actuellement, on ne connaît pas la réponse à la question. Donc, où en est l'état de la recherche par rapport au microbiote? Alors, plusieurs études ont été faites sur le pancréas, sur la santé et sur le microbiote intestinal. On a fait des liens, on a observé des liens entre les maladies du pancréas et le microbiote.
Plusieurs études ont été faites où est-ce qu'on a observé que les gens qui avaient soit une pancréatite aiguë, une pancréatite chronique, un diabète ou un cancer du pancréas, on a observé chez ces gens-là que le microbiote était altéré. Est-ce que c'est une conséquence de la maladie? Est-ce que ça a causé la maladie ou est-ce que ça a aggravé la maladie? En fait, on ne le sait pas. On ne peut pas répondre à cette question-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a fait cette observation-là, mais on ne peut pas en dire plus à ce moment-ci. Qu'en est-il des suppléments d'enzymes pancréatiques et du microbiote chez les gens qui ont un pancréas sain? On a fait des études chez la souris qui avait un pancréas normal à qui on a donné des enzymes pancréatiques. On a observé que ces souris-là, en fait, on avait une augmentation des bonnes bactéries au niveau de leur intestin. Encore une fois, quelle est la signification de ça? On ne peut en dire plus pour le moment. Est-ce que ça arrive aussi chez l'homme? Parce que ça, c'est une étude chez la souris. Quel est l'effet réel sur la santé? On ne le sait pas. Encore une fois, plus d'études sont nécessaires pour répondre à ces questions-là. Pour les suppléments d'enzymes pancréatiques, en cas d'insuffisance pancréatique exocrine, là, évidemment, sachant que il y a plus d'aliments non digérés dans le côlon qui favorisent un changement du microbiote, il est logique de penser qu'en donnant des enzymes, on pourrait améliorer ou corriger en partie la situation. Ça reste cependant à démontrer. On n'a pas d'études qui nous ont clairement démontré ça. À quel point changer le microbiome intestinal aide à l'efficacité des enzymes pancréatiques? C'est aussi une question intéressante qui mérite, qui pourrait être étudiée. En fait, on est très, très précoce dans la recherche. On n'a pas beaucoup d'études actuellement. Clairement, on a besoin de beaucoup plus d'études sur le microbiote intestinal, le pancréas et les suppléments d'enzymes pancréatiques pour mieux comprendre les liens et leurs effets sur la santé.